Bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Nous sommes dimanche 22 avril 2018 et nous avons le plaisir de recevoir Abdoul Mbaye. Bonjour. Bonjour, Mamadou Ibrakan. Vous êtes ancien Premier ministre. Vous avez dirigé le premier gouvernement du président Macky Sall et vous êtes aujourd'hui le président de l'ACT, Alliance pour la citoyenneté et le pouvoir, opposition. De banquier froid à politicien ou homme politique, puisqu'il y a certains qui n'aiment pas le terme politicien, Abdoul Mbaye, on peut bien s'interroger sur ce qui vous a poussé à franchir le pas. La frontière n'est quand même pas ténue entre la banque et la politique. C'est pourquoi les internautes sont curieux de savoir ce qui s'est réellement passé entre vous et le président de la République pour que, de Premier ministre à son accession au pouvoir en 2012, il y a juste 6 ans, vous soyez devenu l'un de ses adversaires les plus virulents. Vos compatriotes vous ont également questionné sur d'autres sujets, le parrainage, la présidentielle de 2019, l'économie, l'école, etc. Ils vont continuer à participer à l'émission avec le hashtag Grand Jury RFM ou directement sur notre page Facebook. Ils ont été des milliers à voir l'annonce de notre émission. Alors la première question, naturellement, c'est l'adoption jeudi de la loi sur le parrainage. Vous réagissez comment après avoir repris vos esprits, si on peut le dire ainsi? Oui, vous avez raison de le dire ainsi parce que cela a été un peu difficile de constater ce qui s'est passé. D'abord ce qui se préparait et ce qui s'est passé. Je rectifie d'abord pour considérer qu'il n'y a pas encore loi sur le parrainage, mais il y a eu loi portant révision de la Constitution et introduisant le parrainage. Je pense on attend la promulgation par le chef de l'État. Exact. Je pense personnellement que c'est le dernier coup porté au Sénégal par un homme que je considère destructeur et méchant. Un homme que vous avez servi. Oui, non, pas servi. Moi, j'ai servi mon pays. Oui, j'ai été à ses côtés comme Premier ministre. Vous avez été son Premier ministre. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Et vous ne le connaissiez pas, parce que c'est important ce que vous êtes en train de dire. C'est très important. J'ai l'impression d'avoir eu affaire à un personnage bipolaire. Tant je ne reconnais pas Monsieur Macky Sall, celui de mars-avril 2012, et celui qui aujourd'hui agit comme il le fait, et ceci depuis quelques années déjà. Qu'est-ce qui vous gêne dans ce qu'il fait, dans sa façon de gouverner le pays? Voyez-vous, prenez l'exemple, pour rester d'ailleurs sur le sujet que vous avez commencé par évoquer, celui de la modification de la loi électorale, de la Constitution et demain de la loi électorale. Retenons ce qu'il a dit à la presse française au sortir de son audience avec le président Emmanuel Macron. Exposant les motifs de la révision électorale, il a dit « Nous avons 200, 300, 400 partis, nous aurons des centaines de candidatures, c'est pas possible, etc. » Je résume. Mais ce n'est pas l'exposé des motifs. L'exposé des motifs de cette loi qui a été votée jeudi 19 avril, il est clair, c'est mettre fin à la discrimination qui existe entre les candidats indépendants et les candidats présentés par les partis politiques. Mais Macky Sall sait que c'est pas un motif qu'on peut tenir devant des journalistes européens, parce que ça ne tient pas la route. Notre propre Constitution consacre la discrimination qui doit exister entre les partis qui concourent à l'expression du suffrage et les candidats indépendants. Et c'est tellement logique, c'est tellement naturel. Mais il y a des arguments pour les petits nègres sénégalais, ça c'est l'exposé des motifs de la loi, et il y a, disons, des arguments qui vont être facilement acceptés par le journaliste européen. Et observez bien, présenter le Sénégal comme une république bamboula où on peut avoir 100 candidats à l'élection présidentielle, ça fait tout de suite sourire le journaliste européen qui en oublie de demander, mais il y en a eu combien lors de la dernière élection présidentielle? Parce que là également, le président fait exprès de taire la vérité. Or la vérité, elle est claire. Laquelle? Elle est la suivante. En 2007, il y a eu 15 candidats à l'élection présidentielle au Sénégal.
En 2012, il y en a eu 14, un de moins. Le nombre de candidats a baissé. Comment peut-il justifier que l'on passe d'une tendance baissière et un nombre de 14 candidats, ce qui est tout à fait raisonnable, à une centaine de candidats? Mais son objectif, c'était... Et il méprise le Sénégal, il méprise les Sénégalais, parce que considérer qu'au Sénégal, on est capable d'aller jusqu'à 100 candidats, c'est également considérer que nous manquons de bon sens dans notre pays. On va vous emprunter votre raisonnement en parlant du journaliste européen qui peut tout à fait comprendre que le parrainage intégral soit appliqué à tous les candidats à une élection présidentielle. Parce que le Sénégal n'est pas le premier pays à avoir cette disposition. Vous avez raison de faire la remarque, le parrainage citoyen existe ailleurs. Absolument. Mais nous avons inventé un parrainage citoyen exceptionnel et unique au monde. Ça aussi, il faut le dire. Quoi? Unique au monde, d'abord par son importance. 0,8% du nombre d'électeurs inscrits. Pour vous donner une comparaison, en Autriche, vous avez moins de 9 millions d'habitants, vous avez une exigence de 6 000 signatures. Ça veut dire que si on considère que la population du Sénégal, qui reste quand même inférieure à 2 fois celle de l'Autriche, on aurait été normalement dans une requête portant sur 12 000 signatures, entre 10 000 et 12 000. Vous voyez qu'on n'est pas très loin on est à 15 millions. On est presque 2 fois supérieur et non inférieur. Voilà, donc 2 fois, ça fait 12 000. On n'est pas quand même... Oui. On n'est pas encore aux 60 000 ou 65 000 signatures qui vont être requises. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on demande un parrainage exclusif. Ça veut dire que vous choisissez le candidat, mais vous indiquez bien au Conseil constitutionnel et demain à toute personne qui sera impliquée dans le contrôle des signatures que vous avez choisi le candidat X plutôt que le candidat Y. Il y a également une chose qui est incroyable, qui n'existe pas dans le parrainage citoyen, c'est l'expression du nombre de signatures sous forme de pourcentage. Pourcentage de quoi? Pourcentage d'un nombre de candidats inscrits. Mais c'est une variable. C'est une variable. C'est une variable contestable. À quel moment on va le savoir? Et qui va donner le nombre? Est-ce que le Conseil constitutionnel va être en mesure d'auditer ce nombre pour être sûr que c'est exact? Dans toutes les autres constitutions où le parrainage citoyen est prévu, il y a un nombre précis qui est donné. Comment on va gérer les arrondis, etc., etc. Quel est votre problème? C'est de dire non au parrainage citoyen ou de dire non à la barre qui a été fixée? Je dis non d'abord à la manipulation de la Constitution. Nous avons un système qui, jusqu'à présent, a fonctionné, qui a permis de tenir des élections présidentielles raisonnables, avec un nombre de candidats raisonnable. Je ne vois pas pourquoi on devrait changer les conditions de l'élection du président de la République. D'autant que notre Constitution, en tout cas celle qui existait avant le 19 avril, indiquait bien qu'il s'agissait de dispositions qu'il n'était plus possible de modifier. Et vous aviez dit non aussi au référendum de 2016. Mais oui, est-ce que votre non n'est pas systématique? Il n'est pas systématique. Il est raisonné. Il n'a de sens que si celui qui le dit est capable de dire non, mais est-ce qu'on ne peut pas l'inverser aussi? Attendez. Le non au référendum, que nous avions, auquel nous avions appelé, n'était pas un non à toutes les mesures envisagé comme devant intégrer la nouvelle Constitution. C'est clair, nous avons été très clairs, nous avons fait la part des choses, il y avait de bonnes avancées, il y avait des choses inutiles, et surtout, il était possible d'aller vers une réforme de la Constitution sans que cela ne nécessite un référendum coûteux. Mais on n'a jamais dit non à la modification de la Constitution. Donc le contexte est quand même différent. Par contre, ce qu'il faut retenir, et Mamadou Ibra Kane, nous en reparlerons demain, c'est ce parrainage introduit avec ses insuffisances, ses anomalies,
son caractère exceptionnel, sa justification bancale n'ont qu'un seul objectif, c'est permettre demain, quitte à ce que cela soit dans la confusion de l'interprétation des textes et de ce qui va suivre, donc pour objectif que, d'une part, ces deux hypothèses sont possibles, ou assurer la réélection immédiate du président Macky Sall, faute de candidature sérieuse, ou alors créer une pagaille telle qu'il y aura des choix d'exception et de nécessité qui seront faits et qui permettront qu'il reste au pouvoir. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est ce qui ressort de mon analyse du personnage. Je repose ma question, puisque la réponse... Par contre, le parrainage. Je complète. Oui. On aurait pu oui, mettre en place un parrainage citoyen complémentaire à tout ce qui existe comme élément visant à limiter le nombre de candidatures, parce qu'il ne faut pas oublier que la caution qui existe a été fixée pour mettre fin ou empêcher les candidatures fantaisistes. Oui, donc il y a déjà un moyen pour atteindre l'objectif qu'il annonce devant comme étant celui de la réforme constitutionnelle qu'il annonce devant la presse européenne. C'est pourquoi je dis qu'on est dans la dissimulation du véritable objectif. Mais s'il avait fallu rester raisonnable, échanger sur la question du parrainage, mais à ce moment-là, on aurait retenu des chiffres clairs, des procédures aisées, et tout le monde se serait entendu. Vous n'êtes pas contre le parrainage citoyen, dans le principe. Vous n'êtes pas contre. Ça peut se faire, mais je ne peux pas parler au nom d'un consensus. Parce que ce qui est regrettable dans ce qui s'est passé, c'est surtout la rupture de la démarche consensuelle qui existe dans ce pays depuis 1990. Il se trouve que le pouvoir vous accuse, vous, opposants, d'être responsable de cette situation, de refuser le dialogue. C'est incroyable. Ça, c'est du mensonge. Je suis désolé de vous le dire, Mamadou Ibra Kane, mais c'est du pur mensonge. Le dialogue n'a jamais été refusé par l'opposition. Jamais. La preuve, nous avons écrit au président de la République. En janvier, nous lui avons dit, voilà, nous sommes prêts à aller au dialogue, à rejoindre le dialogue. Voilà les points sur lesquels nous souhaitons échanger dans le cadre de modalités à définir, et particulièrement, dès lors que vous-même, cela se comprend tout de même, dès lors que vous-même vous êtes une des parties directement concernées, mettons en place, qu'on ne vous laisse pas le choix de l'arbitre, mais qu'on mette en place une commission arbitrale qui décidera, et à ce moment-là, nous pourrons nous entendre. L'opposition n'a jamais dit autre chose. De même courrier adressé au chef de l'État. Pas un courrier, pas une réponse, pas une démarche. Le refus du dialogue, il vient du président de la République, pas de l'opposition. Ça, il faut que ce soit clair, parce qu'après, ils entretiennent la confusion, les laissant croire que l'opposition est une opposition radicale. Oui. Que nenni, c'est pas le cas. C'est eux qui refusent, parce que le passage en force était programmé. D'ailleurs, les non-inscrits qui avaient accepté de participer au dialogue, quand ils se sont rendus compte de la supercherie, c'est-à-dire d'un dialogue auquel on les appelait pour simplement faire passer le parrainage, ils se sont retirés, parce qu'ils ne pouvaient pas... Avant d'aller plus loin ou de revenir sur le parrainage, une petite parenthèse, parce que les internautes vous interpellent dessus, c'est cette mort annoncée, ou ce mort annoncé le jeudi par vous-même, et qui a été vite démenti par les services de l'État. Vite démenti par moi-même d'ailleurs. Voilà ce qui s'est passé exactement. Oui. Au niveau du front, mes pairs m'ont demandé de préparer une déclaration et de la lire. Ce que j'ai fait, nous nous sommes retrouvés devant la presse, j'ai lu cette déclaration. Au terme de la déclaration, alors que certains caméramans avaient d'ailleurs déjà débranché leur matériel, une information est venue, peut-être une fake news fabriquée par qui je ne veux citer, une information est arrivée selon laquelle il y aurait eu un décès à l'hôpital Abbas-Nab. Alors j'ai demandé tout de suite, mais est-ce que c'est sûr? On m'a dit, apparemment c'est sûr.
J'ai repris le micro, les caméramans ont rebranché leurs appareils, et j'ai dit, on nous informe que, c'était très clair dans l'information donnée, il y a eu un décès à l'hôpital Abbas-Naou. Nous sommes sortis de là, j'ai demandé à mon département communication d'interroger l'hôpital Abbas-Naou. Et lorsque on n'a pas eu confirmation de cette information, nous avons tout de suite publié un communiqué sur notre page Facebook. Voilà. Alors j'ai appris que le ministre de l'Intérieur s'est mis à pousser des cris comme une pucelle effarouchée, mais voilà, oui, voilà les faits. Voilà la réalité des faits. D'un mort est quand même d'une gravité. Avec des précautions qui ont été prises et un démenti pendant des moments comme ça. Comme quoi, il faut faire attention. C'est une leçon que j'apprends. C'est une leçon que j'apprends parce que, très bien. Au bout du compte, j'ai le sentiment d'avoir été piégé par les personnes qui ont dû démentir après, pas démenti parce que j'ai moi-même démenti, mais qui ont essayé d'exploiter les propos que j'avais tenus. Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre et président de l'ACT, Alliance pour la citoyenneté et le travail, et aujourd'hui l'invité du grand jury. Recours annoncé par Idrissa Seck auprès de la Cour de justice de la CEDEAO. Vous y souscrivez? Écoutez, nous avons une commission juridique au niveau du front qui va réfléchir, avec d'ailleurs l'ensemble de les leaders, sur l'ensemble des recours qui nous sont possibles pour attaquer cette décision de modifier la Constitution et son contenu et surtout les modalités dans lesquelles la décision a été prise, le vote a été fait. Donc, il y a quand même l'étape des juridictions nationales, non? Je ne peux pas tout vous dire puisque nous avons des séances de travail qui vont être consacrées à ce sujet. Un groupe de députés peut par exemple saisir le Conseil constitutionnel. Non, Conseil constitutionnel, nous pensons que non, c'est pas un recours possible. C'est pas un recours prévu d'ailleurs par notre dispositif juridique, mais il y a des pistes qui vont être explorées. Des pistes nationales, des juridictions nationales. Une piste nationale, une piste internationale. Vous ne pouvez pas en dire plus. Je ne peux pas en dire plus. Mais est-ce que vous êtes en phase avec Idrissa Seck quand il... Je vais être en phase avec les décisions prises à l'intérieur du front de résistance démocratique et sociale. Lui, il n'en fait pas partie. Pas encore. Vous en dites quoi? Écoutez, c'est sa décision. Il a été sollicité, il a été visité comme les autres l'ont été. Lorsque nous étions dans une démarche d'élargissement, d'abord d'ailleurs de constitution de l'initiative pour des élections démocratiques, également au moment de la constitution du Front, ils ont été invités lors de la manifestation que nous avions tenue, ils ont été présents, c'est tout, il n'est pas venu, il a d'autres préoccupations, d'autres conceptions de la lutte sans doute aussi. Et ça vous gêne qu'il ne fasse pas partie de votre front? Écoutez, moi j'ai pas d'avis à apporter. Ils ont leur propre démarche, ils ont leur propre stratégie. Personnellement, je pense que l'opposition gagne à être unie, à être ensemble dans ce combat, surtout s'il s'agit du même combat. Je ne vois pas pourquoi certains iraient d'un côté, les autres de l'autre. Voilà, mais chacun sa stratégie. Je n'en connais pas les détails quand c'est M. Seck qui est concerné. Vous semblez être très très amer à l'encontre du président Macky Sall, dont vous avez été le Premier ministre, juste au lendemain de l'alternance de 2012, mais on vous a vu également avec le président Abdoulaye Wade. Vous appartenez au même front que lui, le PDS, n'est-ce pas? Vous l'avez rencontré récemment. Qu'est-ce qui peut expliquer cela, cette évolution dans votre position? Écoutez, d'abord il y a deux choses. Je crois qu'il faut bien préciser ce qu'est le front au sein duquel nous sommes. C'est un front qui recherche des conditions claires, transparentes du vote à venir et des votes à venir, pour que l'expression du suffrage ne puisse pas être contestée.
dès le lendemain de son expression. Et croyez-moi, nous disons à qui veut l'entendre, nous nous battons pour des élections libres, transparentes, démocratiques, des élections au terme desquelles, si Macky Sall passe, il n'y a aucun problème, il n'y aura aucune forme de contestation. Mais ça concerne tous les Sénégalais. Ça concerne non seulement les partis de l'opposition, ça concerne également tous les citoyens. Et normalement, ça devrait d'ailleurs concerner également les Sénégalais qui sont membres de l'APR. Donc, nous sommes ensemble pour le Sénégal, nous ne sommes pas ensemble pour partager un projet politique. Ça, il faut que ce soit très clair. Le président Macky Sall, c'est vrai, je suis devenu son opposant parce que il ne travaille pas dans le sens des intérêts de ce pays. C'est mon opinion. Nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir sur plusieurs aspects. Pourquoi vous le dites? Je l'ai qualifié tout à l'heure de destructeur. Observez ce qui se passe. Nous sommes dans une république avec 3 pouvoirs. Je parle de manière simple et schématique. Au niveau de l'exécutif, ce monsieur détruit la crédibilité de ce qui est le plus proche de lui, le gouvernement. C'est pas sérieux. C'est un mini-parlement dirigé par un monsieur totalement transparent. Monsieur Macky Sall détruit ce qu'il y a dans sa plus proche proximité. Vous quittez l'exécutif, vous allez vers le législatif. Mais regardez ce qu'il en a fait. Regardez le vote de jeudi dernier. Une révision de loi constitutionnelle. On parle d'un vote sans débat. Ce qui n'est pas prévu par le règlement de l'Assemblée nationale. On peut constater un vote sans débat, parce que personne ne demande la parole. Mais quand il y a comment peut-on prétendre être dans une démocratie démocratie représentative, quand vous empêchez les députés de dire ce qu'ils pensent d'une loi qu'on leur demande de voter? C'est incroyable. Puisqu'on parle de l'Assemblée nationale... L'adoption d'un projet de loi ou d'une proposition de loi sans débat est quand même prévue. Et le Sénégal ne fait pas exception de ce point de vue. Pour moi, ça ne doit pas être prévu, ça ne peut pas être prévu, ça peut être constaté. Attendez, je ne veux pas aller trop loin sur ce sujet, mais on est en train de l'examiner. Nous pensons que ce n'est pas prévu. Bon. Parlons maintenant, puisque nous sommes à l'Assemblée nationale, parlons de sa majorité. Les alliés du président Macky Sall, qu'en a-t-il fait? Toujours dans sa logique de destruction, qu'est devenu le PS, qu'est devenu l'AFP, qu'est devenu la LD. Puis vient le pouvoir judiciaire. Là, il faut laisser la parole aux magistrats eux-mêmes, qui regrettent que leur indépendance soit autant malmenée. Comment voulez-vous? C'est Abdoulmajid, fils de Kebamay, qui parle là, comme ça, de la justice. C'est vrai que je suis particulièrement sensible dès qu'on parle de justice et d'indépendance de la justice. Mon père a été un farouche défenseur de l'indépendance de la justice et j'ai grandi dans ça. Mais est-ce que vous cautionnez la virulence des critiques contre la justice sénégalaise, la magistrature sénégalaise? Je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour une généralisation. Je ne suis pas d'accord pour la généralisation de la critique contre la magistrature sénégalaise. Que trouvez-vous d'excessif dans ce jugement? Absolument. Il y a des magistrats de très grande qualité dans ce corps, qu'ils soient anciens ou jeunes. Et il y a surtout beaucoup d'espoir lorsqu'on constate le comportement du juge
voulez parler du juge Dème, également de Tédico à la tête de l'UMS. Donc, véritablement, il faut éviter les amalgames. Par contre, il y a une partie de la justice qui est aux ordres. Ça, il faut le savoir. Donc, voyez-vous, quand vous avez la préoccupation de la défense des intérêts de votre pays, mais vous ne pouvez pas être spectateur de ça. Vous ne pouvez pas être spectateur de ça. Mais en même temps, les internautes vous disent, mais M. Mbaye, comment pouvez-vous justifier cette évolution dans votre position vis-à-vis du président Macky Sall quand déjà, Premier ministre, vous avez été victime, vous avez failli être victime d'une motion de censure venant du Parti démocratique sénégalais qui venait juste de perdre le pouvoir et qui est aujourd'hui votre allié au sein de votre front. Comment vous pouvez le justifier? Écoutez, encore une fois, le PDS n'est pas mon allié. Oui, vous appartenez au même front, en tout cas, de lutte pour la transparence des élections. Mais parce que tout simplement, nous avons les mêmes intérêts. Le PDS et l'Acte et d'autres souhaitent des élections libres et démocratiques dans ce pays. Sinon, c'est pas la peine de faire de la politique. On va tous au bord de la plage ou cultiver un champ. Donc, nous sommes quand même réunis par une préoccupation minimale de tout parti politique qui consiste à obtenir un jeu démocratique clair et transparent. En 2012 ou en 2013, lors de la motion de censure, le destructeur n'était pas pour vous le président Macky Sall. Je n'en avais pas encore toutes les informations. Est-ce que vous savez que c'est vous qui m'avez mis sur la piste en 2014? Oui. Donc j'avais quitté le gouvernement, vous m'avez interrogé au grand jury et vous avez fini notre entretien en me parlant du décret qui attribuait les permis pétroliers à Timis. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui. Et vous m'avez remis, parce que j'ai été surpris par votre question, oui. Et vous m'avez remis la copie du décret, je suis parti avec et j'ai commencé mes... Et je vous avais demandé, est-ce que vous avez signé le décret? Et vous m'aviez dit oui. Ah oui, j'avais signé le décret. Oui. Le contre-signé, pas signé oui. le décret. Oui, contre-signé. Oui, d'accord. Et c'est après ça que j'ai fait mon enquête. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me rendre compte que même au début de son mandat, Macky Sall était dans des démarches visant à spolier le Sénégal d'une partie de ses ressources pétrolières au profit de son frère, ou de l'allié de son frère. Voilà les faits. Donc, nous sommes ensemble avec le PDS et d'autres pour obtenir un jeu démocratique transparent, libre, au bénéfice de toutes les parties, y compris l'APR et Macky Sall. Nous ne sommes pas ensemble pour des projets politiques. Par contre, je place devant les intérêts du Sénégal et je ne peux pas être ou rester aux côtés d'un homme qui, malheureusement, détruit ses intérêts. Je rappelle que vous suivez le grand jury de la RFM avec Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre, comme invité. Question des internautes relative cette fois-ci à votre participation à l'élection présidentielle de 2019. Ils vous demandent si vous allez être candidat ou que si vos ardeurs vont être refroidis par cette histoire de parrainage qui ne serait pas peut-être garantie pour vous parce que vous n'avez pas pu avoir un député même aux dernières élections législatives. Bon, écoutez, moi je n'entre pas en politique pour faire dans la circonstance, entrer, retirer, etc. Je suis entré, je sais que ça va pas être une chose facile, d'autant que je suis un néophyte en la matière, je n'ai pas fait de politique avant. Je savais que ça allait être difficile. Nous avons accepté au niveau de notre parti, à peine 6 mois après sa création, de préparer notre participation aux élections législatives, non pas pour faire des résultats, mais pour apprendre, parce que c'était les dernières élections avant celles de 2019. Nous avons eu des résultats que nous avons jugés satisfaisant au gré de notre expérience. On n'avait même pas de structure départementale, ça n'existait pas. Il a fallu tout construire à la va-vite, bâtir sur du provisoire et qui fut d'ailleurs remis en cause juste après les élections. Et on en sort par contre fort d'une expérience qui nous a été utile. Et on avait remarqué également que nous avons été des cibles particulières en plusieurs endroits. Le parrainage, il est là ou il sera là, on fera avec. Nous irons aussi aux élections.
Vous êtes candidat. Vous savez. Vous êtes candidat. Vous savez, oui. Notre projet politique ne peut pas se résumer à notre souci de devenir président de la République. Nous sommes entrés en politique pour participer, sans être à l'initiative forcément, participer à l'éveil des consciences des Sénégalais. Il faut que les Sénégalais sachent qu'il y a une manière de faire de la politique qui est devenue une habitude au Sénégal, qui n'est pas la bonne et qui ne peut pas créer du progrès dans notre pays et qui, au contraire d'ailleurs, va les priver de beaucoup de potentialités. C'est une manière de faire de la politique par laquelle le politicien, cette fois on peut utiliser le terme, se préoccupe de la satisfaction de ses intérêts propres, familiaux, claniques. C'est exactement ce que l'on vit actuellement. Cette politique-là, il faut lui tourner le dos et aller vers ce que doit être la politique, ce que n'aurait jamais dû cesser d'être la politique dans notre pays, un sacerdoce au service des populations, au service de sa patrie. Vous ne répondez pas à la question. J'y viens. C'est pour revenir à l'essentiel, parce que malheureusement les journalistes, je regrette de le dire, veulent toujours le petit scoop. Ils veulent la précision. À partir de ce moment-là, je suis dans mon projet politique, jusqu'au jour où je déciderai de m'en retirer. Vient une élection présidentielle, le parti va décider si oui ou non nous allons y participer. Je peux vous dire très sincèrement qu'il y a de fortes chances pour que notre parti présente un candidat. Lequel comme candidat? Lequel de ses compagnons? Eh bien, Abdoul Mbaye sera candidat. Je ne suis pas de ceux qui considèrent que un parti c'est une structure ou une chaussette ou une chaussure que l'on porte et puis que l'on traîne partout. Le soutien à une candidature autre que la vôtre est-il exclu? Dans l'immédiat, ça n'est pas envisagé. Le soutien à une candidature autre que celle du parti. Parce que le parti n'a pas encore décidé de qui va être son candidat. Pourquoi voulez-vous forcer les choses? Nous avons un calendrier. Vous êtes candidat nous aurons... à la candidature. Voilà, exactement. Ce que nous avons compris dans votre raisonnement. C'est exactement ça. Et c'est exclu de soutenir un candidat autre que je pense celui... que c'est exclu. En tout cas, c'est pas une position que je défendrai au niveau du Congrès. Nous allons passer quand même à... Pour le premier tour. Pour le second tour, évidemment, c'est quelque chose qui ira de soi. Scénario d'un second tour, vous soutiendrez qui? Ben écoutez, moi j'espère un second tour sans Macky Sall et avec le candidat de l'Acte, et évidemment nous appellerons à voter pour le candidat de l'Acte. Très bien, on verra, on en est encore loin, en tout cas il reste 10 mois, Inch'Allah, de cette élection présidentielle dont le premier tour est prévu le 24 février. L'économie, je disais dans l'annonce que l'économie sénégalaise se situait entre la croissance de 7,2% en 2017 annoncée par le gouvernement et l'endettement qui fait débat. J'ai lu que la dette extérieure du Sénégal s'élève à environ 3 000 milliards de francs CFA. C'est M. Daouda Sembène, directeur général de la comptabilité publique du Trésor, qui le dit. Et il ajoute que 70% des recettes publiques du Sénégal sont composées de dettes extérieures. Il rassure qu'en la matière, le Sénégal s'est doté de tous les outils. C'est pour non seulement mesurer là où il pose ses pieds en matière d'endettement, mais dans la qualité d'endettement et l'emploi du dit endettement. C'est ce que dit le directeur donc de la comptabilité publique, en ajoutant que le Sénégal a un peu plus de 50% du PIB en termes d'endettement. Votre commentaire sur ces chiffres? Écoutez, d'abord il faut que le Sénégalais sache que nous sommes, parce que vous évoquez le taux de croissance de 2017 à 7,2%, mais il y a encore mieux que ça. Nous sommes une sorte d'exception de régularité dans notre croissance économique, d'après les statistiques officielles commandées par Monsieur le Président de la République. Il n'y a aucune courbe de croissance aussi régulière dans le monde, j'ai pourtant cherché, aussi régulière que celle du Sénégal. Alors, c'est peut-être que le président travaille bien.
Je vous parle de statistiques commandées. Maintenant, le problème, c'est de faire le rapport entre cette qualité de notre croissance, cette régularité de notre croissance, avec les conditions de vie de population, mais aussi avec d'autres éléments statistiques. Je vous donne un exemple. Vous avez ce qu'on appelle la productivité totale des facteurs. Quand cette productivité totale des facteurs n'évolue pas de manière significative, il est impossible de constater de la croissance régulière et dans la durée. C'est malheureusement le cas au Sénégal. Nous sommes en retard. Quand on se compare aux États-Unis, on est à 0,38%. La Côte d'Ivoire est devant nous, le Maroc est largement devant nous. On ne peut pas justifier une croissance économique de ce niveau et avec une telle régularité et mettre en face des indicateurs de cette nature. Vous êtes très réservé sur le taux de 7,2%. Très vous le réservé. contestez? Je conteste, et lorsque vous allez un peu plus loin, que vous cherchez les causes et les raisons de cette croissance, vous avez beaucoup de difficultés à les retrouver. Vous les retrouvez dans le secteur agricole, toujours à l'aide de leurs statistiques à eux. 1 400 000 tonnes d'arachides, 1 million de tonnes de riz, ce sont des chiffres plus que contestables, totalement inacceptables au regard des consommations d'engrais, parce qu'il faut pouvoir justifier. Quel chiffre mettez-vous sur la table aussi? Ah non, c'est pas à moi de donner des chiffres. Oui. Mais quand au Sénégal, on n'a jamais fait plus d'1 million 200 000 tonnes d'arachides, à l'époque où il y avait une bonne pluviométrie, un bon encadrement paysan, des sols qui étaient encore de bonne qualité, des semences certifiées, etc., comment voulez-vous que tout d'un coup, on passe de 1 million, déjà le million de tonnes était douteux, à 1 400 000 tonnes. Et surtout, on ne constate pas une croissance que je qualifierais de vertueuse et seule susceptible de porter de l'émergence. C'est-à-dire une croissance correspondant à une transformation structurelle de notre économie. L'économie est restée dans sa répartition entre les secteurs tertiaires, secondaires et primaires, est restée dans sa structure initiale. Mais où se trouve cette croissance? Le développement des exportations, et qui était également prévu comme élément de l'émergence, n'a pas eu lieu. La diversification des exportations n'a pas eu lieu. Elle reste encore à 50% dépendante de 5 produits, qui sont l'or, les produits pétroliers, qui relèvent d'ailleurs souvent de la réexportation, le ciment, le poisson, l'acide phosphorique. Mais comment justifier cette croissance? Quel est l'investissement important qui a été fait qui peut justifier cette croissance? À côté de cette croissance, vous êtes donc très réservé. Il y a la dette, comme je disais tout à l'heure, 3 000 milliards selon le directeur général de la comptabilité publique du Trésor, 70% des dettes publiques du Sénégal composées de dettes extérieures, c'est ce qu'il dit. On s'est amusé à faire un petit calcul, même si on n'est pas comptable. 70%, cela représente 2100 milliards à peu près. Cela voudrait dire que 900 milliards relèvent de la dette intérieure. Votre commentaire sur ces chiffres? Écoutez, en matière de dette, il faut savoir qu'il y a de l'endettement vertueux. Celui que vous pourrez rembourser parce que vous avez bien utilisé les ressources générées par votre endettement. Mais le surendettement, il peut venir également très vite et malheureusement sans forcément générer les ressources qui vont permettre de régler vos échéances. Alors, le Sénégal est-il surendetté, oui ou non? Ce qu'il faut savoir, c'est que nous appartenons à une zone économique qui s'appelle l'Union économique et monétaire ouest-africaine et qu'à l'intérieur de cette zone, nous sommes le pays le plus endetté. Mais la barre est fixée à 70% du PIB. La barre est fixée à 70%. Le Sénégal n'a pas atteint. La barre est fixée à 70% du PIB pour 2019. Le Sénégal
est à 60%, mais vous comprendrez... Le directeur général de la comptabilité publique dit 50% du PIB. Bon, moi je cite des chiffres du FMI, du Fonds monétaire international, 59,9% du PIB. Le problème, c'est que il ne faut pas attendre d'être à 70% pour constater qu'on a cogné le mur. Il faut se donner une marge. Donc retenons déjà que nous sommes le pays le plus endetté, et largement d'ailleurs, parce que lorsque nous sommes à 59,9%, puisque vous voulez des chiffres précis, la moyenne au niveau de l'UMOA, c'est 49%. Donc on est moins prudent que les autres pays de l'UMOA. Que fait-on de cet endettement? C'est vrai, on peut considérer que nous sommes en train de rembourser notre dette et qu'il n'y a donc pas de problème. Mais quand vous prenez en compte le deuxième aspect que vous avez cité, l'accumulation de la dette intérieure et les difficultés des entreprises à se faire payer, on devine, on sait qu'il y a une gestion du remboursement de la dette qui privilégie les échéances sur dette extérieure plutôt que le paiement des entreprises locales. C'est de l'éviction. Et c'est extrêmement dangereux pour le futur de notre économie. Vous allez avoir des entreprises, et malheureusement, d'après les enquêtes que nous avons eu à faire, même les petites entreprises sont concernées. Vous allez avoir des entreprises qui vont s'écrouler et le tissu économique du Sénégal est mis en danger. Et l'endettement va servir à quoi? Souvent, des dépenses somptuaires, des projets éléphants blancs, etc., etc. Mais où est le projet qui peut vraiment être considéré comme porteur de véritable croissance? Un banquier comme vous, peut-être qui vous tend la perche, l'Ivoirien Tidjane Thiam, directeur général de la Banque Crédit Suisse, à travers une sortie médiatique, donne des conseils aux chefs d'État africains et leurs ministres des Finances relativement à l'endettement, justement, qu'ils jugent excessif de certains pays africains à travers les eurobonds. C'est une folie, c'est son commentaire, pour les pays africains de recourir à des prêts en devises pour financer des infrastructures vitales telles que les routes, l'électricité et l'eau potable. Vous êtes en phase avec lui? Mais je suis totalement en phase avec lui. Il y a deux folies en Afrique. La première, c'est le grand projet. Le grand projet. Le meilleur exemple, c'est ce fameux train qu'on va nous servir là, de AIBD à... Le train express régional. Le train express régional. Oui. Il y a donc deux folies. Cette logique de grand projet pour montrer qu'on travaille ou épater les populations et parfois simplement d'ailleurs justifier de grosses commissions. Et la seconde folie, c'est justement de pouvoir se vanter d'avoir emprunté en devises sur les marchés internationaux. Malheureusement, à des conditions qui sont souvent des conditions qui vous exposent. Parce que quand vous vous endettez sur 30 ans et plus, vous êtes en danger. Vous avez d'ailleurs dû remarquer, même si c'est une technique à laquelle on peut avoir recours, qu'il a fallu consacrer 200 millions de dollars dans les derniers emprunts du Sénégal pour rembourser une dette qui coûtait trop cher. Donc, on en arrive à un moment où vous vous endettez pour rembourser des emprunts antérieurs mal négociés alors que les taux... Non. On doit se montrer raisonnable et éviter ces deux folies. Cher Tidjane a raison, j'y ajouterai moi la première. Quel financement alors que vous préconisez, vous? Puisque vous êtes très réservé sur les emprunts extérieurs, est-ce qu'une épargne intérieure peut être... un financement domestique pourrait être envisagé, et comment? Mais il existe, il est disponible, il peut être mobilisé. On n'a pas besoin d'avoir des sommes de cette importance venant de l'extérieur. On peut, et c'est cette voie que nous allons développer notamment au niveau de notre programme, on peut notamment recourir au partenariat public-privé de manière conséquente, de manière volumineuse, pour résoudre les questions des investissements, notamment en matière d'infrastructure. Comment?
Mais c'est du partenariat public-privé. Oui, vous êtes un banquier. Vous devez être en mesure de dire, voilà, oui, moi, Abdoul-Mbaye, je serai en mesure de financer à hauteur de tant de pourcents mon projet. Non, mais c'est pas... Quand vous êtes dans le partenariat public-privé, la question du financement n'est plus la vôtre. Oui. Vous demandez une infrastructure, par contre, vous prenez toutes les dispositions pour que son coût, les éléments de charge à mettre aux frais des citoyens et de l'État soient réduits au maximum. Et à ce moment-là, vous avez l'infrastructure sans forcément vous endetter à de tels niveaux. Et vous pouvez consacrer vos ressources budgétaires à des questions aussi essentielles que l'éducation, on est en retard, la santé, etc., etc. L'école vous interpelle et question également des internautes qui vous disent, qui vous demandent si vous avez la solution. Il faut quand même préciser que samedi, le ministre de l'Éducation a dit que 4 des 6 syndicats d'enseignants en grève ont décidé de lever le mot d'ordre. Bon, écoutez, tant qu'il y a annonce de lever de mot d'ordre de grève, on ne peut que s'en réjouir. Très sincèrement, je me désole de voir chaque année l'école sénégalaise plonger un peu plus. Vous savez, c'est une question importante, l'éducation dans la construction d'une nation. Et je me souviens d'un échange avec l'ambassadeur du Japon de l'époque. Il me disait, mais vous savez, construire une école de qualité, vous mettez 25 ans à en voir les premiers résultats. 25 ans. Nous sommes dans un processus de destruction de cette école. Il faut savoir que la correction, lorsqu'elle aura commencé, ne produira des résultats que 25 ans après. Donc, on s'en réjouit. Ceci dit, il est quand même important de mettre le gouvernement devant ses responsabilités et tout ce qui peut correspondre au respect d'engagement pris doit être satisfait. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, je pense, c'est un message que je lance aux enseignants. Je pense que la grève n'est pas le seul moyen de combat. Lorsqu'on constate qu'un gouvernement manque à sa parole, qu'un gouvernement ne met pas en œuvre une politique d'éducation conforme aux intérêts du pays, eh bien, on le sanctionne à l'occasion des échéances électorales. C'est pourquoi j'invite les enseignants à déplacer leur combat. Je crois qu'ils se sont fait entendre, notamment par leurs actions de grève. Il faut qu'ils pensent aux intérêts des enfants, des élèves, des étudiants, mais par contre, qu'ils sanctionnent le gouvernement, qu'ils considèrent comme responsable de leur... le terrain de l'école pour investir le terrain de la politique. Non? Pas de la politique, le terrain de la citoyenneté. Le pétrole et le gaz, on ne peut pas ne pas en parler. Il nous reste 2 petites minutes malheureusement. Les nouvelles de Franck Timis, vous en avez là? Apparemment, il est en train de se fâcher contre ses amis, puisqu'il va... on découvre d'ailleurs, on le savait, mais le Sénégalais découvre qu'il avait non seulement les puits de Timiskamp, mais qu'il a aussi African Petroleum, c'est également lui. Pour quelqu'un qui n'est pas dans le pétrole, qui n'est pas un spécialiste du pétrole, qui n'a pas les moyens d'explorer ni d'exploiter, c'est quand même quelque chose d'étonnant et de gravissime. Publication du contrat avec Total, finalement. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat, non? Ah si, il y a quelque chose. Nous sommes en train d'étudier ce nouveau contrat, mais ce que nous retenons comme information confirmée, c'est que Total a été préféré au consortium BP Cosmos. Et que ce consortium BP Cosmos, d'après les informations que nous avons reçues, proposait mieux. Alors pourquoi Total? Il y a un problème. Vous répondrez à cette question après votre étude. Ensuite, le contrat a été signé apparemment également sans avis requis du ministre de l'Économie et des Finances, ce qui est contraire à la loi. Question
qui requiert réponse instantanée, question de secondes. Le CFA, bon ou mauvais pour vous? C'est trop tranché. Malheureusement, on ne peut pas en parler alors que c'était presque ma spécialité, le franc CFA. Nous aurons peut-être l'occasion d'en parler, mais surtout, ne détruisons pas ce qui marche sans avoir une solution sûre. Il s'agit de monnaie, il s'agit d'un élément essentiel à non seulement l'économie du Sénégal, mais à l'ensemble des... Vous n'êtes pas pour l'abandon du CFA? Pas pour l'abandon de la monnaie commune, pas pour l'abandon du CFA, mais si... Comme cela est proposé, je crois, dans un rapport récent de ministre Strauss-Kahn, si on peut abandonner le nom pour un autre, mais je pense que vous parlez de la monnaie elle-même, surtout ne pas abandonner la monnaie, mais provoquer des réaménagements sur la fixité de la parité, sur la dénomination, sur l'arrimage à un panier de monnaie. Même si c'est pas nouveau, d'autres économistes sénégalais l'ont dit, je pense que ce sont des pistes à explorer. On n'a pas besoin de convoquer aussi Dominique Strauss-Kahn pour ça, non? Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous, d'autant qu'il se trompe, il parle d'un risque pris par la France, bon, c'est sans contrepartie, non, c'est un risque minime, celui de voir par découvert permettre par découvert permettre la poursuite de la convertibilité du franc CFA, mais c'est un risque minime qui ne s'est manifesté qu'une fois depuis les années 60 et qui a été ensuite corrigé et qui a une contrepartie, c'est les dépôts effectués auprès du Trésor français. Abdoul Mbaye, ancien Premier ministre et président de l'ACT, invité du grand jury, merci d'être revenu. À la technique, Abdoulaye Diop, digital manager Maguette Koulibaly, Maguette Koulibaly, Maguette Koulibaly, Maguette Koulibaly, Maguette Koulibaly, Maguette Koulibaly.